Ok, alors, merci à tous d'être avec nous sur ce temps de Café Science. L'idée de ce Café Science, il est plutôt bien ciblé, hein, puisqu'il a pour objectif d'amener du contenu un peu plus personnel sur le sujet du réchauffement climatique et résilience et adaptation à nos animateurs pour être plus à même d'échanger sur le terrain au moment des cafés sciences avec leur public. D'accord. Donc, c'est vraiment un temps important pour vous, animateurs et coordinateurs là, qui êtes présents ce soir. Donc, il y a cette idée-là. Imprégnez-vous d'un maximum d'informations parce qu'au moment des échanges, ça vous permettra d'élever le débat. Voilà, c'est comme ça qu'il faut prendre ce temps-là. Avec nous ce soir, nous avons trois intervenants qui nous font l'honneur d'être présents avec nous pour partager justement leur connaissance et leur expérience sur ce sujet-là. Et donc, nous accueillons Karine Heitz, ou Heitz, je ne sais pas comment on le dit. Karine Heitz, c'est très bien. Ok, voilà, strasbourgeoise, c'est bien. Moi, je suis de Moselle-Est, ça passe très bien. Voilà, Esther Loiseler et Mathieu Roumi, donc qui vont se présenter tour à tour. On va commencer par Karine, si tu veux bien nous dire un peu qui tu es, quel est un peu ton parcours, tes compétences et tes sujets de recherche. Oui, alors bonsoir à tous. Donc, moi, je suis géographe. Je travaille dans un laboratoire de recherche qui s'appelle le GEST, pour Gestion territoriale de l'eau et de l'environnement, qui est à Strasbourg. Et je fais partie, je suis chercheur dans une grande structure qui est l'INRAE. Et donc, je travaille depuis une petite quinzaine d'années sur des questions de risque et notamment de représentation du risque et de comportement face à certains risques. Donc, quand je parle de risques, ce sont pour moi essentiellement des risques d'origine naturelle, donc les inondations. J'ai travaillé un petit peu sur le volcanisme, les risques majeurs comme les tsunamis. Et je travaille aussi sur les comportements et les intentions comportementales, c'est-à-dire la manière dont les individus, à un moment donné, face à un problème environnemental, vont agir et changer ou pas leur comportement. Et donc, il existe plein d'outils qui permettent de mesurer cette intention comportementale, cette intention de changer de comportement. Et donc, j'utilise un peu ces outils. Et donc, ce sont beaucoup des enquêtes, des questionnaires, des entretiens auprès de gestionnaires, d'élus aussi, des citoyens, pour essayer de comprendre comment on se comporte, pourrait se comporter et comment on identifie aussi un problème environnemental qui peut devenir important pour nous dans nos pratiques et dans notre quotidien. Donc, voilà. Merci Karine. Esther, si tu veux bien te présenter. Oui, bien sûr. Alors moi, je suis sur l'autre côte de la France, du coup, enfin plutôt de l'autre côté, puisque je travaille avec un laboratoire qui est à La Rochelle. Je commence une thèse avec eux cette année. Je travaille avec un laboratoire qui s'appelle le LIENS pour littoral, environnement et société. Et ma thèse porte sur les trajectoires d'adaptation qu'on peut imaginer pour les territoires insulaires, donc les îles. Et je vais travailler principalement avec la Guadeloupe et la Nouvelle-Calédonie pour voir comment est-ce qu'ils peuvent s'adapter à tous les impacts du changement climatique et plus largement comment est-ce que ça peut se répliquer sur d'autres zones côtières. Donc voilà, grosse passion adaptation. Et avant ça, et encore maintenant, j'ai été intervenante pour une association qui s'appelle les Jeunes Ambassadeurs pour le climat. Donc ça fait plusieurs années maintenant que je fais des conférences de vulgarisation sur le changement climatique. Donc voilà, j'espère que je pourrai vous partager des petits tips et des savoirs utiles sur le sujet. Sans aucun doute, Esther. Mathieu ? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc moi, je me situe entre les deux. Donc je viens de terminer ma thèse et soutenir ma thèse.
Donc, j'ai travaillé sur les systèmes complexes socio-techniques des grandes entreprises et leur capacité d'innovation. Donc, l'idée, c'était de modéliser une grande entreprise et d'essayer de piloter l'ensemble des facteurs qui peuvent influencer sur la capacité d'innovation du système. Et aujourd'hui, par contre, je travaille pour un territoire et non pas pour un laboratoire. Et je travaille notamment sur la capacité d'adaptation et de résilience des territoires ruraux dans le Grand Est de la France. Voilà, je suis aussi shifter bénévole, donc le Shift Project, c'est un think tank qui travaille sur ces questions d'adaptation au niveau national, qui a publié plusieurs travaux, notamment sur l'adaptation, la décarbonation de nos économies, sur l'adaptation et la résilience des territoires, etc. Et j'étais aussi fresqueur, donc j'ai fait des fresques du climat durant ma thèse pour la grande entreprise qui a financé ma thèse. Voilà. Donc j'espère également vous apprendre des choses et apprendre aussi de mes pairs, parce qu'on a plein de choses à apprendre chacune et chacun. Merci, tu reviens sur une valeur des petits débrouillards. Effectivement, il n'y a pas de différence de niveau. On a chacun nos connaissances et chacun à apprendre de l'autre, peu importe son cursus et son statut. C'est bien vrai, merci. Merci, donc merci de votre présentation. Merci encore à vous d'être vraiment présent ce soir. C'est bien sûr que vous allez pouvoir nous enrichir et enrichir nos équipes pour que sur le terrain, elles soient plus efficaces. Voilà. Donc, on a demandé à nos équipes de visionner les capsules auxquelles vous avez participé, hein, puisqu'on a aussi d'autres qui ont participé, mais qui ne sont pas présents ce soir. Donc, si elles visionnent cet échange par la suite, ben, j'en profite pour les remercier aussi. Voilà. Et donc, l'idée, c'était que nos équipes puissent s'imprégner un peu de ces vidéos pour préparer des questions et entamer des échanges, je l'espère, qui seront dynamiques. Voilà. Donc, avant d'entrer dans un débat ou dans un échange entre le public et vous, intervenants, on va d'abord, je vais vous laisser la parole sur un temps d'environ 5 minutes pour revenir un peu sur les questions de résilience et adaptation. C'est le thème principal de nos cités débrouillardes et donc c'est le thème principal de ce Café Science, forcément. Il nous a semblé important, quand on s'est rencontré avec les intervenants, de revenir sur ces termes-là parce que on se rend compte que finalement, les définitions du dictionnaire sont une chose, mais que sur d'autres points, c'est pas forcément le cas. Voilà, donc je vais reprendre dans l'ordre. Donc, Karine, si tu veux bien prendre 5 minutes pour nous donner un peu ta définition ou ton ressenti sur les termes adaptation et résilience. Oui. Alors, moi, je vais vous parler en tant que géographe, parce qu'on verra aussi qu'il y a certainement quelques différences peut-être disciplinaires ou des ressemblances d'ailleurs. Donc, quand on est géographe, on va, et notamment quand on s'intéresse à des questions de risque, quels qu'ils soient, on va appréhender ce grand ensemble du risque avec plusieurs entrées. Donc, on va s'intéresser à l'aléa, donc ça va être ce qui va être déclencheur de la catastrophe. Donc, par exemple, ça peut être des précipitations importantes, ça peut être un cours d'eau qui va déborder, etc. Donc, ça, c'est mon aléa. Je vais m'intéresser aussi à ce qu'on appelle la vulnérabilité, c'est-à-dire tout ce qui pourrait être potentiellement endommagé suite à une catastrophe. Donc, on va bien évidemment penser aux individus qui sont sinistrés, on peut penser aux bâtiments, on peut penser aussi de manière plus générale à une économie globale qui est mise à mal, suite à des inondations par exemple, ou si j'ai des grands risques comme ce qu'on a vu après des épisodes d'ouragan ou des séismes. Donc, on a d'un côté le processus physique et d'un autre côté ce qu'on appelle la vulnérabilité, c'est-à-dire tous les enjeux qu'on va retrouver sur un territoire, dans un milieu, sur un espace donné. Quand je vais interroger ces différents concepts, l'aléa ou ces différents objets, l'aléa, la vulnérabilité, je vais bien évidemment très vite avoir cette réflexion autour de la résilience, c'est-à-dire pour un géographe, ça va être la manière dont une société, un groupe d'individus ou un élément de ce système qui fait qu'on vit ensemble sur un territoire va réussir à un moment donné à avoir les capacités suffisantes pour pouvoir
retrouver un fonctionnement qui va être proche de celui du fonctionnement initial de celui du fonctionnement initial, parce que souvent on se rend compte que sur ces histoires de risques ou de catastrophes, on n'arrive jamais vraiment à atteindre de nouveau l'optimum qu'on avait auparavant. Donc la résilience va être la manière dont les individus vont réussir, ou les sociétés vont réussir à passer outre cette difficulté que va être le risque, par exemple. Donc ça, c'est une manière très géographique, parce que souvent, on va spatialiser aussi, on va essayer de cartographier les enjeux pour essayer de voir s'il y a des territoires plus ou moins résilients, parce qu'il va y avoir tout un tas de ressources qui vont être présentes à certains endroits qui ne seraient pas présentes ailleurs. Donc ça, c'est une définition très géographique, très spatiale, qu'on va retrouver un petit peu dans tous les courants disciplinaires liés à la géographie autour de la résilience. Quand je vais parler, moi, d'adaptation, toujours en tant que géographe et dans ma posture de géographe, je vais essayer de voir ce que je vous ai dit tout à l'heure en présentation, un petit peu des éléments qu'on emprunte à d'autres disciplines, comme la psychologie environnementale ou en sociologie, c'est-à-dire les capacités que peuvent avoir, par exemple, les individus à adopter d'autres comportements pour essayer de soit prévenir, si je prends le cas d'un risque, prévenir le risque. Ça peut aussi être une manière de prévenir une augmentation d'un taux de pollution. Donc voilà, donc je vais m'intéresser par exemple à ces comportements individuels. Les adaptations, toujours du point de vue du géographe, peuvent aussi être liées à des manières d'aménager le territoire. Donc je vais aménager mon territoire de telle sorte que, par exemple, je ne vais pas avoir de bâtiments qui seraient touchés après une inondation. Je vais avoir des espaces qui vont moins souffrir de la chaleur quand j'habite en ville. Donc, il y a tout un tas d'adaptations et d'outils ou d'aménagements qui peuvent être mis en œuvre dans les villes, à l'échelle d'une région, et qui vont permettre de s'adapter à tout un tas d'enjeux. Donc là aussi, c'est une manière également très géographique de voir cette adaptation, puisque je vais forcément essayer de voir où est-ce que je vais pouvoir implanter des aménagements sur le territoire qui vont être les meilleurs endroits pour que l'adaptation, si je parle d'un aménagement sur je sais pas, des espaces verts par exemple, va être le plus pertinent possible et va avoir le plus d'effet aussi sur ces enjeux liés au changement climatique, comme ça peut être la réduction d'un risque ou la baisse de la température, la végétalisation des villes, par exemple. Donc voilà, donc la résilience d'un côté, ça va être la manière dont mon système, ma société va pouvoir rebondir après une catastrophe ou après un choc. Et l'adaptation, ça va être aussi tous les aménagements, toutes les mises en œuvre qu'on peut mettre en place sur un territoire pour essayer de prévenir ou de se protéger par rapport à ces chocs ou ces catastrophes. Merci Karine. Esther, si tu veux bien nous dire en quoi représente pour toi, à ton niveau et dans ta discipline, les termes adaptation et résilience, et peut-être en quoi est-ce différent de ce qu'a présenté Karine et ce que pourra présenter Mathieu éventuellement. Oui, bien sûr. Alors oui, je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais moi je suis également géographe. Enfin, je fais une thèse qui est assez pluridisciplinaire, mais principalement en géographie. Donc je n'ai pas des définitions très différentes et je valide totalement ce que tu viens de dire, Karine. Enfin, il y avait effectivement énormément de choses. Du coup, j'en ai profité pour avoir sous la main la figure qui résume un peu les trois composantes du risque dont tu parlais. Donc, je ne sais pas si je peux partager mon écran. Je vais essayer de vous la partager peut-être. Comme ça, vous pourrez la visualiser un peu. Je pense que c'est toujours bien de voir un peu à quoi ça ressemble. Et en fait, du coup, ça reprend les trois éléments que donnait Karine. Donc, vraiment, dans le risque, on a à la fois les aléas, donc hazards en anglais. Donc, ça, c'est vraiment tout ce qui est impact climatique. Et donc, ça, on serait plutôt du côté de l'atténuation, c'est-à-dire limiter les impacts du changement climatique en termes de qu'est-ce qu'on peut faire face à ça.
Donc, pour limiter les aléas, typiquement avoir moins de vagues de chaleur, avoir moins de montée des eaux, enfin voilà, toutes ces choses-là que du coup, limiter les impacts du changement climatique, ça, du coup, on est plutôt du côté de l'atténuation. Donc, on essaie au maximum de baisser les émissions d'origine humaine, les énergies fossiles, etc. Et là où joue plutôt l'adaptation, du coup, c'est de l'autre côté de la fleur, c'est ces deux pétales-là qui sont l'exposition. Donc l'exposition, c'est est-ce qu'on est situé sur un territoire à risque ou pas? Parce que voilà, c'est comme pour tout phénomène, en fait, s'il n'y a pas d'humains sur le territoire, on peut se dire que finalement, il n'y aura pas forcément de risque. Enfin voilà, typiquement, s'il y a une inondation dans un genre de marais ou de zone abandonnée, ça ne va pas être un risque si énorme, alors que par exemple, s'il y a une inondation à la City à New York et que ça bouleverse la place financière, etc., vous pouvez vous douter que les impacts ne seront pas les mêmes. Donc voilà, ça c'est vraiment un facteur important du risque. Et donc il y a vraiment une sorte d'organisation des sociétés humaines qui joue énormément. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on voit pas mal en géographie. Et enfin, la composante de vulnérabilité, elle est super importante aussi. Et donc ça, c'est vraiment ce qui va jouer aussi dans l'adaptation. Et donc ça a vraiment une dimension politique et une dimension aussi historique, parce qu'en fait, c'est la dimension de à quel point on est préparé face à un risque, à quel point on est équipé, à quel point on a les moyens de répondre et de faire face. Et vous voyez que par exemple, entre quelqu'un qui, je ne sais pas, par exemple, sera très modeste à vivre dans une habitation qui est, je ne sais pas, mal isolée, très exposée aux inondations parce que du coup, elle est dans les quartiers les plus pauvres, les moins protégés de la ville. Forcément, cette personne-là, elle sera plus vulnérable face au risque. Pareil pour les vagues de chaleur, les vagues de froid, etc. Vous vous doutez bien qu'il y a des critères qui jouent, des critères sociaux, des critères économiques. Et donc ça, c'est la vulnérabilité. Ça aussi, on peut jouer dessus avec justement des politiques d'adaptation. Et c'est juste, voilà, du coup, ça, c'était pour la petite fleur du risque, pour bien enfoncer le clou là-dessus, parce qu'elle est super importante. Et donc l'adaptation, voilà, ça se situe surtout du côté de la vulnérabilité et de l'exposition. Et ce qui est super important de comprendre aussi avec l'adaptation, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire ressortir aussi dans la petite vidéo, c'est qu'en fait, l'adaptation, c'est aussi une super manière de parler aux gens du changement climatique parce que c'est très concret. L'adaptation, c'est bon, on a des impacts, voilà, ils sont là, on sait qu'ils vont arriver, on sait à peu près à quelle fréquence, etc. On sait qu'avec le changement climatique, ça va s'empirer. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait là, ici, maintenant, pour avoir le moins de problèmes possibles liés à ces impacts? Donc voilà, j'avais un peu détaillé sur une énorme vague de chaleur à Strasbourg. On pourrait prendre plein d'autres exemples, voilà, que ce soit des inondations, des incendies. En France, voilà, on va avoir quand même pas mal de soucis de ce type-là. Et donc vraiment, l'adaptation, c'est se poser la question de, on est là, on est face à ces risques, on a des personnes vulnérables, on a des personnes exposées, on a les aléas qui vont augmenter, et donc maintenant, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, c'est là où c'est aussi une très bonne clé pour parler de transformation des territoires et avoir une vision plus systémique que juste les risques climatiques, parce que dès qu'on parle d'adaptation, on parle aussi derrière de changer le système pour forcément créer plus de résilience, créer plus de capacité à faire face à ces risques. Et donc, voilà, je pense qu'on pourra revenir dessus tout à l'heure, je vais rester courte, mais je pense que vraiment cette dimension hyper concrète et locale de l'adaptation est très, très importante à avoir en tête, quoi. Merci, merci Esther. Excuse-moi Mathieu, si j'avais été plus malin, je t'aurais fait intervenir avant. Je suis vraiment désolé, j'ai calculé ça que pendant. Donc voilà, mais en plus Esther fait une belle transition quand elle parle de systémie, puisque c'est ce qui va te concerner un peu plus. Donc si tu veux bien nous donner un peu ta définition, se rejoindre de toute façon. Ouais, exactement. La transition est parfaite par rapport à deux concepts qui émanent des propos d'Esther. Le premier, c'est systémique et le second, c'est territoire. Systémique, pourquoi? Parce que la résilience doit s'appréhender d'une façon systémique, donc d'une façon globale, puisque les risques sont globaux aujourd'hui, notamment et exacerbés notamment à cause du réchauffement climatique et de ses multiples impacts, à la fois locaux, donc sur nos territoires, que ce soit à La Rochelle ou ici dans le Grand Est, et à la fois très globaux, puisque des risques ou des impacts du changement climatique en Asie, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, etc., auront des répercussions directes ou indirectes sur nos vies et sur nos sociétés. Donc la systémique, c'est ça. La résilience systémique, c'est finalement cette capacité collective d'un territoire à résister à un choc, comme l'ont très bien dit Esther comme l'a très bien dit Esther à l'instant. Mais c'est cette capacité à résister à un choc pour des hommes et des femmes sur un territoire en interaction avec l'environnement. Et c'est aussi ça qui est important quand on parle de résilience, c'est de ne jamais omettre que notre société est en interaction avec l'environnement.
Et c'est pour ça également qu'il faut introduire cette notion de systémique, parce qu'en introduisant cette notion systémique, on introduit également le concept d'environnement, de nature, et finalement le côté biologie et écologie de la résilience. Le deuxième point important, c'est l'échelle de la résilience. Souvent en psychologie, alors je suis pas du tout c'est pas du tout mon domaine de recherche parce que je suis du côté sciences de l'ingénieur, en sciences de l'ingénieur, mais en psychologie, généralement, on parle de résilience individuelle, donc un individu qui est capable de résister à un choc émotionnel. Mais finalement, la résilience d'un territoire, c'est cette capacité à résister à ce choc. Et toute la question, c'est à quelle échelle on peut être résilient? Est-ce qu'on peut être résilient à l'échelle humaine, individuelle? Donc oui, d'une certaine mesure. Est-ce qu'on peut être résilient à l'échelle d'un territoire? Oui. Et quelle est l'échelle la plus cohérente? C'est vraiment, et c'est pour préciser ce que je disais dans ma capsule, et c'est une question que tu m'as posée la dernière fois, c'est finalement au niveau de la biocapacité d'un territoire. Donc, est-ce que c'est au niveau d'une région? Est-ce que c'est au niveau d'un département? Est-ce que c'est au niveau du nord de la France d'un point de vue géographique? Voilà, c'est cette échelle-là qu'il faut trouver. Et quand je parle de biocapacité, c'est finalement la capacité de ce territoire à satisfaire tout simplement les besoins de base, les besoins vitaux de la société qui y vit. Donc, c'est-à-dire de l'énergie, de la nourriture, de l'eau, une certaine sécurité, de la démocratie, etc., etc. Voilà, pour faire court, hein, la résilience systémique, qu'est-ce que c'est? Voilà. Merci Mathieu. Mathieu, il est 20h28, tu nous disais que tu étais à 20h30. Est-ce que tu as encore 5 minutes ou pas du tout? Oui, je peux encore rester 5-10 minutes, pas de problème. Ouais, ok, donc je vais enchaîner directement sur les questions des participants. Et comme Mathieu doit nous quitter incessamment sous peu, on va peut-être s'intéresser d'abord aux questions que vous avez écrites ou prévues, ou que vous avez, par rapport à ce que vous avez entendu, qui peuvent concerner Mathieu Roux. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on a 3-4 post-it qui sont posés là-bas. Amélie, si tu veux bien. Est-ce que là, vous m'entendez bien? On a donc une question qui va traiter autour de l'eau principalement. Donc peut-être que chacun d'entre vous pourront y répondre. Je vais peut-être m'adresser peut-être à Karine Heinz qui va peut-être On va d'abord s'adresser à Mathieu. Mathieu. Alors quel conseil un peu sur comment sensibiliser aux gestes citoyens, le public pour économiser l'eau et la réutiliser à la base pour éviter le gaspillage. On a beaucoup tendance à avoir le gaspillage d'eau. On parle souvent de l'or bleu. Du coup, est-ce que, à votre échelle, en tant qu'expert, spécialiste des questions, on peut avoir des petits conseils sur l'économie d'eau et de réutilisation aussi de l'eau? Merci. Mathieu, est-ce que je ne c'est suis dans pas ton du tout champ? expert des questions en eau. Ouais, c'est ça. Alors, je ne suis pas du tout expert des questions en eau. Néanmoins, comme je travaille pour un territoire dont effectivement un des enjeux majeurs, c'est la capacité à maîtriser sa gestion des eaux, que ce soit pour la consommation ou pour l'agriculture, etc. Aujourd'hui, il y a plusieurs plans stratégiques qui existent et qui prennent en compte la ressource en eau. La meilleure solution, c'est de monter un projet. Par exemple, aujourd'hui, on a un phénomène physique qui s'appelle îlot de chaleur, alors que ce soit en zone urbaine ou même en zone rurale, parce que les cultures céréalières forment des dômes de chaleur qui sont très importants et qui augmentent et qui accroissent la température environnante. Et donc, pourquoi pas penser monter un projet collectif de citoyens pour lutter contre ces îlots de chaleur en milieu urbain, en milieu scolaire. Et ça va permettre, d'une part, d'impliquer chacune et chacun dans la gestion des eaux pluviales. Et ensuite, ça permet également de réintroduire un peu de biodiversité, soit au niveau des centres urbains, soit au niveau des cours d'école, et de désimperméabiliser les sols. Ce qui est très important aujourd'hui, c'est vraiment de mobiliser les citoyens sur cette notion de sol imperméable, d'îlot de chaleur, et de les informer sur qu'est-ce qu'un îlot de chaleur, comment ça fonctionne et pourquoi il est important de le traiter. Et par ces biais-là, on peut introduire aussi la question de la gestion de la ressource en eau, la gestion de l'eau pluviale. Après, d'un point de vue individuel, il y a des dispositifs qui existent, hein. Alors, c'est des choses toutes simples, mais on peut mettre un mousseur sur son robinet, on peut mettre des cuves de récupération d'eau, on peut mettre des circuits fermés quand on fait des constructions ou de la rénovation pour avoir un circuit d'eau grise qui permet d'alimenter les eaux de la machine à laver, de la douche, etc.
Et après, au niveau d'une commune, d'une intercommunalité, d'un département ou d'une région, malheureusement, c'est des politiques publiques qui doivent être mises en œuvre. Et donc là, c'est aux citoyens d'aller alerter les élus locaux et de leur demander aujourd'hui qu'est-ce qui est mis en œuvre, quel plan de protection de la ressource il est mis en œuvre, est mis en œuvre, et demain, qu'est-ce qu'on peut faire collectivement pour ça. Alors, je ne sais pas si ça répond exactement à la question, mais en tout cas, Non, mais dans la réalité, c'est comme ça que ça se passe. Oui, de toute façon, même si les questions, même si les réponses, elles s'élargissent, c'est pas plus mal non plus. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Oui, justement, Karine, je vais te dire, si tu veux compléter, c'est pour toi. Moi, je pense que quand même, aussi sur ces questions d'eau, en plus de ce qu'a évoqué Mathieu à l'instant, il me semble, parce que alors, on a fait une recherche, on avait un projet il y a quelques années sur justement cette question de l'eau et de l'usage de l'eau. Et à mon sens, ce qui pourrait aussi être une manière d'alerter sur la façon dont l'eau est utilisée par différents acteurs sur un territoire, c'est de revenir sur la notion de petit cycle de l'eau et de grand cycle de l'eau. Parce qu'on se rend compte que finalement, ce sont des choses qui sont très peu connues, très vagues. Nous, on avait fait des enquêtes auprès de différents types de citoyens qu'on avait pris au hasard et qui étaient venus nous expliquer comment ils voyaient le petit cycle de l'eau et comment ils voyaient le grand cycle de l'eau. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plein d'éléments qui n'apparaissent pas en connaissance sur ces deux aspects. On pense que c'est un circuit fermé, que on va boire, que l'eau qui sort de la station de traitement des eaux usées arrive directement de nouveau dans le circuit. Enfin, il y a plein de choses qui sont très peu connues sur la manière dont l'eau est utilisée à l'échelle d'un territoire et pour les citoyens. Et comment elle est acheminée chez les citoyens aussi. Et je pense que aussi revoir ces deux notions-là, le remettre dans un contexte global, expliquer aussi qu'il y a effectivement beaucoup d'eau qui est utilisée pour l'agriculture, qu'il y a des problèmes, une grosse problématique liée à l'irrigation par exemple, et qu'il y a aussi une grosse problématique de mésusage de l'eau, ça peut aussi faire prendre conscience de la manière dont chaque citoyen peut l'utiliser et peut, à son échelle, comme disait Mathieu, essayer de faire aussi attention au débit qui va sortir du robinet, etc. etc. Parce que pendant longtemps, en fait, voilà, si on remonte un peu aux écrits du siècle dernier, l'eau était en abondance, on se rendait pas trop compte de la manière dont elle était acheminée jusque dans les foyers. Et finalement, c'était quelque chose qui fonctionnait, qui n'était pas très cher non plus. La connaissance du prix de l'eau, c'est quelque chose aussi qui se perd complètement ces derniers temps parce que souvent, c'est pris dans un coût fixe si on parle des factures dans les ménages. Et donc, rappeler un peu ces éléments-là permet aussi de faire prendre conscience que l'eau n'arrive pas comme ça par magie dans les foyers. Et la connaissance du petit cycle de l'eau rappelle la manière dont ça fonctionne aussi entre ce qu'on va utiliser, ce qu'on va rejeter, ce qui va devoir être traité, qui aura un coût aussi pour la société. Le traitement de l'eau, c'est quelque chose d'extrêmement coûteux. Et rappeler ces éléments-là, je pense que ça peut être intéressant sur ces questions d'usage, de mésusage et d'éventuellement d'économie d'eau, puisque c'est une ressource effectivement qui va être de plus en plus tendue en fait. Il y a une vraie question sur la tension de la ressource en eau. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment aussi faire passer comme message. Effectivement, la ressource en eau est une ressource très tendue aujourd'hui. Effectivement, c'est des questions qu'on voit arriver de plus en plus et ça va être un problème majeur. Alors moi, j'ai pas cette expertise-là, mais effectivement, moi, on sait que ça va être un enjeu et un problème majeur dans un futur très proche. La question,
Oui, Oui, juste pour compléter les propos de Karine, ce qui est important aussi, et ça rejoint un peu la question du numérique responsable. Alors, c'est pas du tout la thématique de ce soir, mais aujourd'hui, dans les représentations euh, et les mœurs actuelles, on pense que le numérique n'a pas énormément d'impact sur le réchauffement climatique parce on ne voit pas finalement qu'est-ce qui se passe derrière le numérique. On ne voit pas les kilomètres de câbles souterrains, on ne voit pas les data centers, on ne voit pas tout ce qui alimente la partie numérique. Et pour l'eau, c'est pareil. On a tendance à évoquer le sujet de l'eau du robinet, mais on ne parle pas de l'eau invisible. Et, finalement, qu'est-ce que l'eau invisible? C'est l'eau qui est utilisée Soit, merci d'être là. Si tu veux bien couper ton micro, merci. Merci. Mathieu? Oui, pardon, je disais qu'est-ce que l'eau? On parle de l'eau visible, donc celle qui coule du robinet, celle qui irrigue nos champs, celle qui permet de laver notre voiture, mais on aborde peu ou très rarement la question de l'eau invisible. Et qu'est-ce que l'eau invisible? C'est finalement toute l'eau qui est consommée sur l'ensemble des chaînes de valeur qui permettent de produire les biens de consommation de notre société. Un iPhone ou un ordinateur a consommé de l'eau, ma paire de chaussures a consommé de l'eau, la fabrication de mes pâtes a consommé de l'eau. Et c'est ça aussi qu'il est important de faire prendre conscience aux gens que tout ce que l'on consomme et qu'on achète aujourd'hui consomme de l'eau. Et donc, la question et l'enjeu de demain, c'est également avoir une approche frugale de l'eau au travers de notre consommation quotidienne. Voilà. Et le deuxième ajout que je voulais faire, c'est par rapport aux compétences aujourd'hui, l'eau, elle est gérée soit en régie dans le domaine public, soit par les intercommunalités, soit par des syndicats qui sont en régie dite publique, soit par des acteurs privés. Et là aussi, c'est toute la difficulté finalement de pouvoir agir sur ce sujet-là à notre échelle, c'est que malheureusement, au bout d'un moment, on arrive à une problématique qui nous dépasse, ou en tout cas à une échelle d'action sur laquelle on a peu de moyens d'agir malheureusement, notamment par rapport à la gestion de l'eau et de l'eau potable qui n'est pas de notre ressort et qui est d'une compétence plus importante que sur le quartier ou la commune. Voilà, c'était juste les deux compléments. Merci Mathieu. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu. Karine, je reviens vers toi. Et on demande des précisions sur ce que c'est ce qu'est le petit cycle et grand cycle de l'eau. Si tu veux. Alors, pardon. Vous m'entendez? Oui. Oui, vas-y. Alors, en fait, ce sont des. Alors, si je reprends le grand cycle de l'eau, c'est des choses qu'on a tous appris à l'école primaire, hein, normalement, si vous vous souvenez bien de vos enseignements au CE1 ou CE2. Donc, c'est le grand schéma où vous avez les précipitations d'un côté qui vont atterrir dans le milieu et qui vont, à un moment donné, arriver dans un cours d'eau et qui vont être ensuite utilisés par le milieu et revenir par évapotranspiration. Et vous avez tout votre grand cycle de l'eau voilà, qui va prendre en forme. Le petit cycle de l'eau va plutôt être justement sur ce que vient d'évoquer Mathieu, hein, effectivement, une réalité sur la gestion de l'eau en régie ou de manière publique, hein, ça aussi, ou privée. Effectivement, il y a des choses sur lesquelles les citoyens n'ont pas beaucoup de prise, hein, ça c'en est une. Et donc, le petit cycle de l'eau va être la manière dont on va utiliser de l'eau, la mettre dans voilà, l'utiliser dans les foyers, par exemple. Et ensuite, une fois qu'elle est utilisée, elle sera rejetée à l'égout, puis traitée en station de traitement des eaux pluviales ou des eaux usées, et ensuite remise dans le milieu, puisque l'eau qui sort des stations de traitement des eaux usées retourne dans le milieu, donc dans un cours d'eau, par exemple, hein, et rejoint le grand cycle de l'eau, donc sera évapotranspiré, précipité et retournera dans le milieu. Donc, la différence entre grand cycle de l'eau et petit cycle de l'eau. Vous allez retrouver des illustrations très bien faites, puisque ce sont vraiment des choses qu'on apprend à l'école primaire. Donc, il y a plein d'illustrations sur grand cycle de l'eau et petit cycle de l'eau. Donc, moi, je vous invite vraiment à remettre ces idées-là en avant parce que ça permet de bien visualiser la manière dont l'eau est prélevée dans le milieu. Elle est utilisée ensuite par les foyers et elle retourne dans le milieu pour refaire son grand cycle, si vous voulez. Et du coup, ça permet aussi de parler de la problématique des pollutions.
puisque quand je vais avoir de l'eau qui va ressortir de ma station de traitement des eaux usées, bien évidemment, elle n'est pas vierge de pollution, hein. Les stations de traitement des eaux usées n'arrivent pas à traiter tout ce qu'on va retrouver dans l'eau et que nous, individus, nous rejetons. Par exemple, les stations de traitement des eaux usées ne traitent pas du tout les résidus médicamenteux. Donc ça, c'est de l'eau qui va sortir d'une station de traitement, qui va être rejetée dans le milieu, et c'est ce qui va expliquer pourquoi on va par moment retrouver des résidus médicamenteux dans les cours d'eau ou dans le milieu ensuite, même à la sortie des stations. Bien évidemment, hein, il y a tout un tas de normes, donc c'est de l'eau qui est plutôt de bonne qualité, mais qui contient malgré tout certains polluants. Donc ça aussi, ça permet de bien expliquer, comprendre le petit cycle et le grand cycle de l'eau. Ça permet d'expliquer pourquoi est-ce que moi, individu, je dois faire attention à ce que je rejette dans mon évier, dans mes toilettes, etc. Parce qu'il y a tout un tas de choses qu'on ne sait pas bien traiter ou qui coûteraient excessivement cher à traiter en station et qui, du coup, est rejeté dans le milieu. Et une fois que c'est rejeté dans le milieu, bien évidemment, c'est de l'eau qui est évapotranspirée, puis qui va reprécipiter, etc., etc. Donc, ça va avoir des effets sur l'environnement direct, sur ma végétation, sur ma biodiversité, sur la qualité de mon cours d'eau, etc., etc. Donc, revoir et remettre un peu ces deux notions en avant permet finalement de toucher aussi plein d'autres problématiques. Que ce soit la pollution, mais aussi la question de la ressource en eau, hein, puisque il y a un moment donné, je vais devoir aussi trouver ce qu'on appelle des aires de captage des eaux. Donc, c'est là où je vais pomper à un moment donné l'eau qui va être acheminée jusqu'à mes différents foyers. Donc, ça aussi, hein, ce sont des endroits de pompage de la ressource en eau. Donc, c'est intéressant parce que finalement, vous pouvez un peu discuter de tous ces éléments-là juste en vous intéressant à la fois au petit cycle et au grand cycle de l'eau. Merci Karine. Esther, j'ai cru comprendre par certaines mimiques que tu avais envie de réagir. Est-ce que je me trompe? Oui, mais on peut aussi passer à d'autres questions, il n'y a pas de souci. Enfin, en tout cas, je suis très d'accord avec tout ce qui a été dit. C'était plutôt... forcément, j'avais rajouté plein de choses, mais si vous avez d'autres questions à poser, on peut passer à autre chose. On y va. Oui, merci. Il y a une question. Ouais, rapproche-toi par là. En fait, c'était par rapport justement à ce que vous disiez sur les médicaments, mais en fait, on peut rien faire en fait, typiquement, parce que les médicaments qu'on rejette, forcément, on ne sait pas comment faire autrement. Quoi, vu que... Oui. Vaste question, hein. Le rejet médicamenteux, c'est quelque chose de très compliqué, hein, parce qu'il y a plein de comportements pour lesquels finalement l'arbitrage peut être relativement simple. Par exemple, je vous donne un exemple, hein, moi, il y en a plein d'autres, hein, mais par exemple, je peux décider de ne pas acheter un pantalon teint ou je sais pas, qui va être fabriqué d'une certaine manière parce que je sais ce pantalon va être très demandeur en eau, va polluer beaucoup et donc je décide de ne pas l'acheter. Pour les résidus médicamenteux, vous avez raison, hein, c'est très compliqué parce que je dois faire un choix parfois, hein, puisque alors rapidement, hein, les résidus médicamenteux qu'on retrouve le plus, ce sont des antidouleurs, les diclofénac, hein, par exemple, et il y a des résidus qui sont pas toujours recyclés dans les hôpitaux, qui vont être des résidus liés à des chimiothérapies, par exemple. Hein. Voilà, il y a aussi beaucoup d'antidépresseurs qu'on va retrouver dans l'eau. Donc, en gros, l'arbitrage, c'est dans ces pathologies-là, est-ce que je me soigne ou est-ce que je pollue? Voilà. Effectivement, c'est très compliqué. Il y a d'autres, il y a des collègues à Bordeaux, hein, si ça vous intéresse. Il y a un projet qui a été mené à Bordeaux, justement sur cette question des résidus médicamenteux, d'une équipe de recherche en sociologie, qui travaillait plutôt sur un peu les petits dérangements qu'on pourrait avoir. Par exemple, est-ce que quand j'ai un peu mal à la tête, est-ce que je prends tout de suite un paracétamol ou quelque chose? Parce que ça aussi, ce sont des molécules de médicaments qu'on retrouve beaucoup
dans le milieu. Ou est-ce que j'attends? Est-ce que quand je sais pas, j'ai des douleurs articulaires, est-ce que je me mets tout de suite de la crème sur mes articulations, ou est-ce que j'attends? Donc voilà, sur ces petits comportements-là, on pourrait éventuellement agir. Mais je suis totalement d'accord avec vous, c'est une question extrêmement compliquée. Mais des arbitrages entre bien-être environnemental et comportement individuel, il y en a plein comme ça. Hein. Il y a effectivement beaucoup de comportements qu'on pourrait avoir qui pourraient être nettement plus vertueux, mais il y a des arbitrages qui sont difficiles à faire. Et ça, c'est aussi une réalité. Alors, il existe des modèles comportementaux en sociologie qui montrent que notre comportement est lié à tout un tas d'éléments. Dans ces éléments, il y a la norme sociale, la pression sociale. Est-ce que je me sens capable de changer de comportement? Donc ça, ce sont des caractéristiques qui vont être liées à l'individu en tant que tel. Et il y a des individus qui vont dire, non, pour moi, ça me paraît beaucoup trop compliqué d'arrêter, alors je dis n'importe quoi, d'arrêter d'acheter des jeans de couleur rouge. Voilà, je ne m'en sens pas capable. Et puis en plus, voilà, mes enfants adorent quand je porte des jeans de couleur rouge et j'accorde beaucoup d'importance à ce que je plaise à mes enfants, etc. Donc ça, ce sont des paramètres qui expliquent pourquoi on a un comportement et comment est-ce qu'on pourrait éventuellement en changer. Et c'est une question effectivement très complexe parce qu'elle va être liée à la manière dont chacun d'entre nous, on va arbitrer ces différentes petites cases qui vont être la norme sociale, la pression sociale, ma propre évaluation de ma capacité à pouvoir changer de comportement, etc. Donc, alors si ça vous intéresse, le modèle dont je vous parle, c'est le modèle de l'action planifiée, ça s'appelle la théorie de l'action planifiée, qui a été montée, qui a été en tout cas élaborée par des sociologues dans les années 70. Donc, ce n'est pas quelque chose de récent, ce dont je vous parle, et qui est utilisé beaucoup dans ces comportements et intentions comportementales. Donc, ça aussi, c'est intéressant, peut-être à imaginer une petite expérience autour de ces différents éléments et essayer d'évaluer qu'est-ce qui est important pour chaque individu. Et vous voyez, et vous verrez, si vous faites cette expérience, qu'on n'a pas les curseurs au même endroit. Et tant qu'on ne sait pas où sont les curseurs, c'est très difficile de faire changer. Enfin, c'est compliqué. Merci Karine pour cette question très complète. Esther, j'aimerais te faire le lien entre le document que tu nous as présenté tout à l'heure, donc qui évoquait les notions d'adaptation et résilience, et peut-être le mettre en lien concret, si tu peux nous éclairer là-dessus, justement sur ce phénomène de résidus médicamenteux. Je ne sais pas si ma question est claire. Juste pour avoir un cas concret entre ce que tu nous as présenté et avoir… Ouais, alors moi, la question du cycle de l'eau et des résidus médicamenteux n'étant pas du tout ma spécialité, je ne veux pas vous dire de bêtises là-dessus. Par contre, j'aurais bien aimé vous raconter une petite histoire que je n'ai pas eu le temps de mettre dans la capsule, mais que je trouve intéressante parce qu'elle se passe maintenant. Donc, c'est juste une histoire que j'ai trouvée en lisant le journal. Voilà, j'ouvre le journal et là, je lis qu'on est dans le Var, en juin 2022, dans un petit village qui compte à peu près 2000 habitants. Et donc, leurs réserves d'eau sont à sec. Ils ont une nappe phréatique qu'ils ont agrandie il y a 8 ans, mais elle est à sec aussi à cause de la sécheresse. Il faut savoir que la sécheresse, c'est un phénomène qui va s'accroître avec le changement climatique en termes d'intensité, de fréquence, etc. Et donc, conséquence, en fait, dans ce petit village-là, ça fait 1 mois maintenant qu'on a la moitié du village, donc à peu près 400-500 habitants, qui se font livrer de l'eau en camion-citerne, et tout le village se fait réduire à une quantité d'eau personnelle restreinte à 150 litres par jour. 150 litres par jour, c'est pas énorme. C'est genre une douche, une vaisselle et quelques bouteilles pour boire. Donc ça, il faut aussi se dire quand on parle de ressources en eau et tout, que c'est des choses concrètes qui arrivent aussi maintenant. Et qu'on va aussi aller vers des situations éventuellement de pénurie dans certains cas de sécheresse assez grave, en tout cas quand les nappes phréatiques sont trop faibles ou mal gérées. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Et aussi, peut-être quelque chose que je voulais vous transmettre à travers ça aussi, c'est l'importance. Ouais, c'est ça, en plus, on n'en parle pas beaucoup.
c'est l'importance aussi quand vous parlez à des gens de vraiment essayer de leur raconter des petites histoires, et de les mettre en situation de leur dire, en fait, c'est maintenant. Imagine, tu habites dans le Var, tu es dans un village, ça fait un mois qu'il n'y a plus d'eau, tu te fais livrer l'eau en camion citerne. Tu fais quoi? À un moment, l'adaptation, c'est aussi se poser ces questions-là de manière très concrète. Et c'est aussi justement en allant se nourrir de ces histoires qui se produisent maintenant qu'on peut avoir aussi un peu un déclic et commencer à se poser les questions de manière plus systémique. Après, pour revenir un peu sur ces histoires d'eau, j'ai l'impression que depuis tout à l'heure aussi, on parle d'action assez individuelle. Mathieu a déjà un peu insisté dessus, mais j'aimerais vraiment enfoncer le clou et je pense que ça vous servira dans toute discussion et tentative de sensibilisation avec des gens. Quand on parle de changement climatique, déjà, on parle d'un enjeu parmi d'autres, parce que vous le savez, il y a plusieurs autres limites planétaires, dont l'eau, qui n'est pas liée que au climat, parce qu'il y a aussi des histoires de... forcément, les sécheresses, ça va jouer, etc. Mais l'eau, c'est aussi, qu'est-ce que nous on pompe, est-ce qu'on pollue l'eau, etc. Il y a des enjeux différents de juste le changement climatique dans l'eau. Donc, vous voyez que c'est un système complexe. Et donc, quand on parle de tout ça, il faut vraiment pas se focaliser seulement sur les individus, parce que ça, c'est un peu la petite partie émergée de l'iceberg, et forcément ce qui va nous toucher nous individuellement. Mais en fait, on voit que quand on parle d'eau, on parle vraiment de système, et je vais réinsister, mais c'est vraiment une question d'ordre de grandeur, et quand on voit la différence entre faire pipi sous la douche tous les jours, fermer le robinet quand on se lave les dents, etc., vraiment des petits gestes, et le fait, par exemple, de manger moins de viande, parce que vous le savez, par exemple, les animaux, ils consomment du fourrage, etc., qui demandent énormément d'eau pour les nourrir, etc. Quand on consomme moins de vêtements, de produits numériques, etc., là, on parle de dizaines de milliers de litres d'eau par produit et par item consommé. Donc là, on est sur des quantités d'eau qui sont, entre guillemets, invisibles. Mais finalement, si vous voulez avoir de l'impact sur votre consommation individuelle et votre impact individuel, que ce soit en termes de climat ou d'eau, il faut vraiment avoir ces ordres de grandeur-là en tête pour éviter d'être en mode c'est bon, j'éteins la lumière, je fais pipi sous la douche et tout va bien. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Et je pense que quand vous en discutez avec les gens, c'est peut-être un préjugé ou une idée qu'on a tous, en tout cas, de manière assez peu réfléchie, de voir les choses spontanément qui sont les plus proches de nous et les plus évidentes, comme l'eau qui sort du robinet, et de ne pas forcément voir justement tous les systèmes ou tous les enjeux qu'il peut y avoir derrière des choses ou des questions comme l'eau ou le climat ou la biodiversité, la nature, on n'en a pas trop parlé pour le moment, peuvent être entre guillemets cachées. Je dirais que ça, c'est vraiment hyper important à garder en tête dans vos échanges avec les gens. Merci beaucoup Esther pour cette intervention. On va essayer de passer à un autre sujet quand même. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Amélie? Ouais. En distanciel d'ailleurs, s'il y a peut-être des gens qui ont aussi des questions, il ne faut pas hésiter. Donc nous, on a une question aussi sur plutôt la biodiversité. Est-ce qu'il y a des impacts, des risques à survégétaliser? Parce qu'on a aussi un enjeu sur... il y a une question sur la survégétalisation un peu des villes, sur la biodiversité. En gros, est-ce qu'on peut planter ce qu'on veut partout? Et c'est une question qui peut aussi soulever d'autres points de questionnement, mais on aimerait bien avoir un petit éclairage dessus. Merci. Alors, merci pour la question. Qui est-ce qui s'engage? Alors, clairement, on ne plante pas de tout partout. Parce que, la problématique, en fait, sur la végétalisation des villes, le retour d'espèces locales dans les espaces urbains, pardon. Ça, effectivement, il y a des effets sur l'augmentation de la biodiversité dans les milieux urbains, qui est réelle, qui est très positive. Puisqu'en plus, avoir plus de biodiversité, ça permet plus de végétalisation, ça permet aussi de faire baisser les températures dans les espaces urbains, donc c'est des choses dont on a déjà parlé. Ça permet d'absorber plus d'eau, donc de régler partiellement les problématiques de ruissellement d'eau dans les milieux urbains. En revanche, planter de tout, non, puisqu'il y a une réelle problématique d'espèces invasives. Et ça, c'est un véritable fléau, puisque dans certaines espèces invasives vont ne plus
accueillir des espèces en termes de faune ou de flore qui vont être locales. Et donc, la biodiversité, bien évidemment, on va vous dire « Ah bah c'est super, il y a plein de petites plantes, etc. etc. » Mais ce sont des milieux qui ne seront plus du tout adaptés au contexte local et à la géographie, à la climatologie, à tout ce que vous voulez de local. Donc, bien évidemment, on ne végétalise pas n'importe comment. Et d'ailleurs, les collectivités, de manière générale, vous en voyez un peu partout, les collectivités zéro pesticide qui vont essayer de végétaliser davantage ou en tout cas d'intervenir le moins possible dans les espaces végétalisés déjà en place, ne végétalisent pas n'importe comment. Que ce soit dans les parcs, etc. Enfin, à Strasbourg, il y a des exemples très concrets d'espaces qui ont été complètement colonisés par des invasives. Je pense notamment à la renouée du Japon que vous avez déjà vu partout sur les territoires. Et ça, c'est une vraie plaie pour la biodiversité. On perd complètement en espèces qui vont être présentes dans ces milieux-là, qui sont faites pour le territoire et qui sont locales. Donc, à la question, est-ce qu'on fait tout et n'importe quoi pour mettre de la végétation? Non. En revanche, bien évidemment, on augmente tous ces espaces avec des espèces locales. C'est un peu aussi le principe de l'écologie urbaine, c'est un terme qu'on entend beaucoup. Oui, c'est un terme qu'on va retrouver beaucoup, l'écologie urbaine, la désimperméabilisation, tout ça, c'est des choses qu'on retrouve aussi dans toutes les politiques publiques qui sont mises en place. Et ce sont des actions collectives, pour le coup, qui sont à l'échelle des territoires, des villes, des quartiers, etc., et qui fonctionnent. Il y a plein d'aménagements qui sont mis en œuvre pour justement avoir une capacité d'adaptation face à certains enjeux du changement climatique et qui permettent aussi d'avoir une meilleure gestion de la température, la sécheresse par moment, ou en tout cas le ruissellement. Merci Karine. Esther, est-ce que tu veux compléter et peut-être pourquoi pas aussi enchaîner avec la question qui est posée par Fanny, qui me semble plutôt intéressante, les autres aussi, mais voilà, ça permet de recentrer un petit peu sur adaptation et résilience. Alors, il faut lire la question parce que dans le replay, on ne voit pas le chat. Ah, vous ne le voyez pas? D'accord. Je peux vous Donc, la lire, question à Fanny, la question de Fanny, merci Fanny. Ouais, est-ce que dans l'adaptation, tu arrives à lire ou pas? Oui, je le vois, mais tu peux la lire, vas-y. Je t'en prie. Donc, est-ce que dans l'adaptation et la résilience, on intègre aussi des plans, s'ils sont prévus, pour se préparer aux différents événements à venir? Par exemple, comment réagir face aux inondations? Un peu comme on peut faire pour les alarmes incendie dans les écoles en se préparant en amont. Et du coup, c'est totalement ce sur quoi je travaille. Et du coup, Fanny, la super nouvelle, c'est que oui, c'est intégré dans tout plein de plans. Et d'ailleurs, c'est intégré à tout plein d'échelles différentes. On peut même partir de l'échelle internationale parce que dans les COP, qui sont les négociations internationales sur le climat, on a un objectif global sur l'adaptation. Donc, on veut que tous les pays fassent de l'adaptation et se fixent des objectifs. Du coup, en France, on l'a fait, on a été plutôt bons élèves. On a un truc qui s'appelle le Plan national pour l'adaptation au changement climatique, donc le PNAC de son petit nom, donc PNA2C, voilà. Et ensuite, les villes, les territoires, que ce soit les régions, etc., ont dans leur plan climat une partie adaptation. Donc voilà, la bonne nouvelle, c'est que c'est des leviers qui existent. On a aussi des mesures qui sont prises à l'échelle de l'Union européenne, etc. Mais la moins bonne nouvelle, c'est que comme pour toutes les mesures climat globalement, on est encore sur beaucoup de discours, parfois beaucoup de flou dans les textes et encore trop peu de mise en œuvre concrète et d'appropriation par les gens sur les territoires. Et c'est là où du coup c'est important de justement susciter des discussions, susciter de la mise en action. Et typiquement, le fait de végétaliser des villes, c'est un des exemples. C'est quand même quelque chose qui est globalement consensuel. On sait que ça a énormément de bénéfices, que ce soit pour la chaleur, pour les inondations. C'est quelque chose qui peut vraiment permettre de limiter tout plein de risques, en plus d'être super agréable, parce que une ville verte, c'est quand même beaucoup plus jolie, beaucoup plus facile à vivre, on respire mieux face à la pollution, etc. Ça crée aussi des emplois, parce qu'il y a des gens qui viennent planter les arbres, etc.
Donc, c'est typiquement un exemple de choses qu'on peut mettre en place et qui doit être plus mise en place et mettre. Enfin, voilà, il y a vraiment cette dimension de. Ouais, c'est ça. Et du coup, le rapport du Haut Conseil pour le climat pointe aussi, justement, dans son dernier rapport, il s'appelle. Bah voilà, je crois que c'est avancer sur l'atténuation, je ne sais plus la première partie, et ensuite c'est mettre en œuvre l'adaptation. Enfin voilà, et leur message, c'est exactement ça. C'est bon, les gars, on a un plan d'adaptation, on a plein de choses à faire, donc maintenant il faut les mettre en place, il faut y aller. Et donc ça, ouais, c'est vraiment bien que tu le rappelles. Effectivement, on en est vraiment là. Et du coup, oui, par exemple, les plans inondation, ça fait partie, ouais, pour rebondir sur cet exemple que tu prenais, les plans pour comment réagir face aux inondations. Normalement, les territoires ont des plans inondation, notamment les zones côtières, etc. Parce que c'est des risques auxquels ils font face quand même assez souvent. Et petite anecdote, mais je sais qu'aux Pays-Bas, où vous savez, ils sont sous le niveau de la mer, donc eux, les inondations, c'est vraiment un risque très majeur pour eux, un risque majeur pour eux. Et donc, eux, ils ont carrément créé une sorte d'application qui alerte les citoyens de manière précoce quand il y a des risques. Donc, les citoyens reçoivent des notifications, etc. Et ils peuvent même voir sur un genre de carte si leur maison va être touchée, etc., s'ils doivent bouger, quelle ligne de train peut être impactée. Et du coup, ça leur permet de vraiment mieux anticiper les inondations, de s'y préparer et d'y faire face. Donc voilà, ouais, il y a plein de choses qu'on peut faire avec plein d'outils différents et plein d'échelles différentes. Et du coup, ouais, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même des choses. Voilà, les gens ne sont pas tout seuls chez eux en mode survie et c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. Alors moi, par rapport à ton discours, j'ai presque envie de dire, paradoxalement, tu nous dis qu'il y a des bonnes nouvelles, qu'il y a des choses à venir, etc. Pourtant, au niveau étatique, en France, l'État a été condamné, tout le monde le sait, hein, pour inaction contre le réchauffement climatique, si je le dis correctement. Et donc voilà, c'est un peu paradoxal tout ça. Et la question, moi, qui se pose, c'est si on est condamné, si l'État a été condamné, c'est forcément qu'on a pris du retard, mais du retard à l'échelle internationale. Quel retard on a par rapport à d'autres? Alors, en fait, l'État, du coup, je ne sais pas si vous avez tous suivi cette affaire, peut-être pour faire un mini point très rapide là-dessus, c'est une association qui s'appelle Notre Affaire à tous, qui a lancé un procès qui s'appelle l'affaire du siècle, où ils se sont dit, on va poursuivre l'État français en justice pour inaction climatique. Donc, en fait, leur but, c'était de montrer que par rapport aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre que l'État s'était fixé, donc ça, c'est des objectifs qui se sont fixés dans le cadre des COP, avec notamment l'accord de Paris, dont normalement vous avez entendu parler. Donc vous savez, l'accord de Paris, c'est à la COP 21, tous les États se sont dit, on essaye de rester sous 2 degrés de réchauffement, idéalement 1,5 degré à l'échelle planétaire. Et donc la France, dans ce cadre-là, s'est fixé des engagements. Et du coup, l'affaire du siècle, c'était pour montrer que l'État français ne mettait pas en œuvre les choses à la vitesse souhaitée et avec l'ambition qu'il faudrait pour y arriver. Et donc ça, c'est une réalité aujourd'hui. L'État français ne réduit pas assez ses émissions. On n'impulse pas assez aussi sur les territoires des stratégies de réduction. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement problématique. Et je ne suis pas du tout super optimiste en vous disant il y a plein de bonnes nouvelles, etc. Pour moi, la bonne nouvelle, c'est plutôt qu'on a plein de leviers politiques, qu'on a plein d'outils qui existent déjà. Et maintenant, il va y avoir une question de comment est-ce qu'on les utilise, comment est-ce qu'on remonte leur ambition. Et voilà, il y a vraiment maintenant la question de on a les outils, on a les lois, et maintenant, il va falloir les mettre en application, en fait. Et justement, si on veut arriver à respecter nos engagements, il va falloir le faire concrètement, en fait. Merci Esther. Karine, tu veux rajouter quelque chose sur ce sujet? Ouais. Alors effectivement, il y a plein de choses qui sont faites. Si je prends l'exemple des inondations, alors souvent, moi au début de mes cours, je demande aux étudiants s'ils connaissent les signaux d'alarme, parce qu'il existe tout un tas d'alarmes qui vont prévenir la population si c'est un risque chimique, si c'est un risque d'inondation, si c'est un risque de tremblement de terre, si c'est un risque d'incendie. Celui qu'on connaît le mieux, c'est le risque d'incendie, puisque à l'école, on va entendre la sirène, on va savoir ce qu'on va devoir faire, c'est-à-dire sortir ou je sais pas, aller un peu plus loin ou dans une c'est le risque incendie, pardon. On va sortir et puis on va se mettre à l'abri. Souvent, je demande à mes étudiants en début d'année, je leur fais passer une sirène. Est-ce que vous savez identifier ce son-là? Puisque, donc, je vous disais, pour chaque risque est associé un son de sirène. Et
bien évidemment, enfin, voilà, sans grande surprise, souvent ce sont des choses qui ne sont pas très connues. Bien que la loi de 1987 stipule que l'information sur les risques et sur l'exposition face à un risque quel qu'il soit doit être faite et doit être connue de tous. Donc, il existe bien évidemment, comme le disait Esther, tout un tas de dispositifs législatifs et réglementaires. Les communes s'y soumettent, que ce soit sur l'information. Effectivement, l'information existe. Souvent, c'est aux citoyens d'aller la chercher, puisque la loi dit aussi que nul n'est censé ignorer la loi. Donc voilà, donc du coup, c'est à nous d'aller la chercher. Des lois plus récentes sur la loi du droit de l'acquéreur, alors je ne me souviens plus exactement du terme, c'est la loi qui stipule que quand vous êtes soit bailleur, soit acheteur d'un bien immobilier, vous êtes censé être informé par le notaire ou par votre bailleur des risques auxquels vous êtes soumis sur le territoire. Donc ça aussi, c'est une loi qui est assez récente et qui permet d'informer les citoyens sur les risques encourus. Il y a les plans de prévention des risques d'inondation, les plans de prévention des risques naturels, les plans de prévention des risques de submersion quand on est sur le littoral. Donc, il y a tout un panel de réglementations qui existent. Souvent, ce qu'on va remarquer, c'est que l'information qui va être liée à ces documents législatifs et réglementaires est très peu connue. On ne diffuse pas beaucoup ces cartes, puisque souvent ce sont des cartes. On ne les diffuse pas beaucoup. Les gens ont aussi un peu parfois du mal voilà, à bien se localiser. On n'est pas tous très familiers toujours avec une carte. Finalement, ce qui est censé être une bonne idée au départ, l'État a dit bon bah voilà, il faut cartographier, il faut informer via les cartes. Bah, finalement, on se rend compte qu'il y a un gap entre ce qui est fait par l'État et ce qui est compris par les citoyens. Donc, tous ces petits éléments montrent qu'il y a à un moment donné quelque chose qui ne fonctionne plus dans le dispositif quand on parle de culture du risque ou quand on parle d'information sur les risques ou d'information sur tout un tas de problèmes environnementaux qui peuvent exister. Le cas des risques est assez intéressant parce qu'effectivement, il y a un panel d'outils législatifs qui existent. Et pourtant, on se rend compte que quand on va plus précisément étudier des comportements face à un risque, on se rend compte que souvent, les individus ne sont pas informés sur leur exposition ou ne comprennent pas cette exposition ou cette probabilité d'être à un moment donné inondés chez eux. Donc, il y a un réel gap entre ce que pense faire l'État et ce que fait l'État et ce que reçoivent à un moment donné comme information ou comme connaissance les citoyens qui sont sur les territoires. Alors après, comment agir moi, je suis chercheur, je n'ai pas vraiment de solution. Mais en tout cas, je peux au moins vous dire que effectivement, le niveau de connaissance et d'information sur toutes ces problématiques-là est quelque chose dont on se rend bien compte qu'il est très peu travaillé et très peu présent. Donc, c'est tout l'intérêt de notre rôle aussi, et notamment cet été sur les cités débrouillardes, et donc de votre rôle. Voilà. Et de ce temps qui doit vous amener à être à mesure de faire prendre conscience aux gens, au public, qu'il y a un réel enjeu derrière tout ça et que ce qu'on fait nous, c'est pas que de l'animation pour de l'animation. Oui. Alors, il y a une question, on va laisser poursuivre. Juste en fait, depuis le début, on parle beaucoup du coup d'adaptation et de résilience des individus. Donc, ce qui est hyper bien, voilà, c'est hyper chouette. Et en même temps, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une question où on met un peu trop la pression sur nous en tant qu'individus? Et au final, notamment par exemple, quand on parlait des résidus médicamenteux, je pense qu'il y en a quand même pas mal qui viennent des industries pharmaceutiques. Et est-ce que du coup, on ne met pas aussi trop la pression sur les individus et du coup, cacher un peu la pression qu'on pourrait mettre aussi sur les grosses industries et sur ceux dont on parle depuis le début, ceux qui utilisent de l'eau pour faire un jean. À chaque fois, on culpabilise entre guillemets l'acheteur du jean,
mais on n'est jamais vraiment en train de cibler celui qui dépense des milliers de litres pour fabriquer son jean, quoi. Donc est-ce qu'on met pas aussi Oui. Oui. pas trop la pression sur Non, mais ceux qui dépensent de trop, quoi. c'est une vraie question. Hein. C'est une vraie question. Je pense qu'on a aussi tendance à dire que on est des millions et des millions, voire des milliards d'ailleurs sur Terre, et que à l'échelle globale, on pollue plus que des industries. C'est une vraie question qui se pose. On entend beaucoup de choses aussi. Hein. Des paquebots qui pollueraient autant que toutes les voitures européennes. Voilà, donc est-ce que c'est des fakes ou pas? Mais en tout cas, c'est vrai que la question elle est posée. Mais je vais la tordre un peu cette question, notamment par le fait qu'effectivement on nous culpabilise, mais est-ce qu'on nous culpabilise pas plus que effectivement toutes les industries? C'est plutôt comme ça que j'ai envie de poser la question, si tu me permets. On n'entend pas, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui Non, parle. on n'entend pas. C'est surtout qu'on risque, enfin, nous, je pense que cet été, on risque aussi d'être beaucoup face à des gens qui, comme a été dit tout à l'heure, bah, en gros, je fais pipi sous la douche, je trie mes déchets, j'essaye de limiter mes impacts sur mes achats. Du coup, genre, ouais, vous êtes bien mignons à toujours culpabiliser les mêmes, mais il y a peut-être un moment donné, on peut peut-être s'attaquer au gros du problème, quoi. Et donc, ce qui en vient à... C'est bien, merci pour la transition, parce que ça nous amène tout droit vers le deuxième échange qu'on avait abordé. Sur notre capacité d'adaptation, mais effectivement, ça permet d'élargir la question et c'est pas plus mal, puisque on a des moyens, nous, d'agir individuellement, et si on agit tous individuellement, ben, on va peser lourd, forcément. Ça, c'est quelque chose d'évident, mais en comparaison peut-être justement avec la pollution, enfin tout ce qui est, j'ai envie de dire, hors individu dans son quotidien. Comment on peut faire cette comparaison-là, au fait? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui reste flou. Alors ça, je ne sais pas si tu veux répondre d'abord, Karine, mais moi j'ai pas mal d'éléments. C'est quelque chose qu'on a énormément en intervention ou partout. Enfin, c'est un peu un des grands débats qui revient, cette histoire de l'individu, la société, les entreprises, qui est responsable, à quelle échelle, etc. Je pense qu'il y a vraiment deux choses importantes. La première, c'est de penser de manière systémique et de sortir de justement cette sorte de culpabilité ou de culpabilisation individuelle qui est très forte. Et il faut le dire, qui est aussi construite en partie par certaines grandes entreprises, etc., comme une stratégie. Un exemple que je prends souvent qui est intéressant, qui était expliqué par un historien, c'est l'exemple du passage des bouteilles consignées, donc les bouteilles en verre, à des bouteilles en plastique jetable. En fait, c'est un passage qui a été réalisé par le consortium des grandes entreprises de boissons, type voilà, Coca, etc. Je ne vais pas citer tous les noms, vous les connaissez. Ils existent encore. Et donc, c'est ces entreprises-là qui ont décidé donc de passer aux bouteilles en plastique, tout en sachant que c'est beaucoup plus polluant, beaucoup plus émetteur, etc., que des bouteilles en verre qu'ensuite on réutilise. Hein. Au début, c'était ça, les bouteilles. Hein. C'était, on les rangeait, etc. Enfin, elles n'étaient même pas recyclées. C'était vraiment, par exemple, les restaurants renvoyaient les bouteilles, elles étaient remplies. Et donc ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui a presque disparu, à part dans voilà, certains restaurants ou cafés qui gardent ça. Et donc, en fait, ce mouvement-là, il a permis aux entreprises de se faire énormément de bénéfices parce que ça externalise toute la partie recyclage, tri, etc. Sur la collectivité, puisque c'est nous, en payant nos impôts de poubelle, etc., qui allons payer ça et non pas elles. Et sachant que voilà, le plastique aujourd'hui avec le pétrole coûte presque rien, donc pour elles, c'était un mouvement très intelligent. Elles n'avaient plus le coût des bouteilles en consigne et en plus, c'était les gens qui payaient pour le recycler, etc. Et en plus de ça, c'est un exemple de cas où en fait, on a fait porter énormément la morale sur les individus. Et voilà un exemple intéressant, c'était une campagne qui avait été financée par Coca, Pepsi, etc., qui disait aux gens rendez l'Amérique belle à nouveau, genre make America beautiful again, et on voyait un Indien qui pagayait sur une rivière comme ça au milieu des déchets et il pleurait, il était tout triste. Et donc c'était pour dire aux gens, voilà, arrêtez d'être en gros des gros sagouins et de jeter vos déchets comme ça partout, vos bouteilles et tout. Et donc, on voit qu'il y a aussi une forme parfois d'hypocrisie dans le fait de la part de certaines entreprises, de faire peser la morale sur les individus. C'est pareil pour voilà, notre consommation individuelle, etc. Enfin, il faut toujours se rappeler également que, par exemple, la notion de bilan carbone individuel a été créée par l'entreprise Shell, qui est une entreprise pétrolière qui, en 2005, a créé ça aussi pour transférer une grande partie de sa responsabilité d'entreprise pétrolière, qui donc fournit et pompe fort des produits pétroliers
sur les individus, le comportement individuel, etc. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête quand vous avez un individu en face de vous. Voilà. Et même vous, en tant qu'individu, c'est pas la peine de vous mettre toute la pression comme si le fait d'être vegan, bio, zéro déchet, zéro tout, aller d'un coup faire que tout le monde serait vertueux et changer la planète. Il faut vraiment voir jouer sur les deux tableaux, on va dire. Donc ça, c'est vraiment cette question de la culpabilité individuelle et du colibrisme et des intérêts que ça peut aussi nourrir derrière. Et le deuxième enjeu, quand on pense systémique et qu'on voit tout le reste de l'iceberg, etc., c'est vraiment, il y a vraiment cet enjeu-là, en fait, de sortir du colibri. Et le deuxième point, du coup, il m'échappe, je suis en train d'essayer de le retrouver. Du coup, je vais faire diversion. Entre-temps. Ouais, voilà. Je pense aussi, alors, dans ces affaires de comportement individuel, ce qui est important aussi de retenir, c'est qu'il y a tout un tas de comportements que nous avons aujourd'hui qui sont des comportements hérités. Je vais vous donner un exemple sur des usages de produits ménagers de plus en plus corrosifs ou un petit peu nocifs, en tout cas très nocifs pour l'environnement. En fait, pour un peu déculpabiliser les comportements individuels. Si on revient au 19e siècle, le courant hygiéniste, à l'époque, donc c'était un courant de pensée qui, à un moment donné, sous l'impulsion de médecins et d'épidémiologistes, dit « Oh là là, mais il y a plein de maladies partout, il faut assainir les villes ». Donc ça, c'était le grand discours début du 19e. Assainir les villes, c'était mettre en place des réseaux d'égouts, d'assainissement, etc. Mais c'était aussi la grande période où la Javel a eu un grand succès, puisqu'on nous disait qu'il fallait absolument que les logements soient très propres pour éradiquer tout un tas de maladies qui proliféraient dans les milieux urbains. Donc là, on est au début du 19e siècle. Ce courant hygiéniste a eu des répercussions très importantes sur les comportements que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire que cette javélisation de nos vies est entrée complètement dans notre foyer, à tel point que pendant longtemps, et encore aujourd'hui, on a des publicités détruit 99,9% des bactéries, etc., etc. C'était devenu la norme. Un comportement individuel va répondre, ou collectif, je parle de l'individu, mais c'est finalement quelque chose qui est socialement très partagé, va répondre à tout un tas de normes. La norme était de javeliser et de désinfecter tout ce qui était autour de nous. Des efforts ont été faits. Alors, je parle des efforts avant Covid, parce que je pense que les choses ont beaucoup changé depuis, ou en tout cas ont décliné. Beaucoup d'efforts ont été faits, notamment par les collectivités, une fois de plus, pour dire « attention, la maison n'est pas un hôpital ». Vous avez vu ça dans tous les hôpitaux publics, il y avait des affiches qui disaient « ne désinfectez pas chez vous, on désinfecte à l'hôpital », puisqu'on voyait en fait l'essor de maladies nosocomiales, de bactéries qui étaient hyper résistantes, puisqu'on vivait tous dans des milieux très aseptisés. Donc le changement de pratique est extrêmement compliqué. On va dire, ouais, mais moi, on me dit d'utiliser de la Javel, du Silitbank, de je sais pas quoi, pour avoir un intérieur qui va répondre à tout un tas de standards hygiénistes qui ne sont plus d'actualité, en fait. On n'est pas obligé de vivre dans des bulles aseptisées. On est suffisamment résistant. Donc, tout ça pour vous dire que la culpabilité par rapport à des comportements qu'on peut avoir, bien évidemment, elle existe. Bien évidemment, il y a une forte pression sur l'individu, ça c'est vrai. On va nous demander tout un tas et d'accepter tout un tas de choses qu'on fait plus ou moins bien volontiers en fonction de notre conscience écologique. Tous n'ont pas la même conscience, donc il n'y a pas à jeter la pierre à l'un ou à l'autre. Mais ce sont aussi des comportements qui sont hérités de notre histoire, de notre culture et de la manière dont on va les assimiler en tant que normes. Et ces normes sont assimilées collectivement. Donc,
Bien évidemment, je ne répondrai pas parce que je n'ai pas les éléments pour dire bien évidemment l'industriel va polluer, je ne sais pas, 100 000 fois, 10 000 fois, j'en sais rien, plus que l'individu. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que déculpabiliser des comportements, bien évidemment, puisque nous ne sommes que l'héritage de tout un tas de constructions sociales qui nous font vivre en société aujourd'hui et vivre tel que nous vivons. Donc, voilà, on va amener, bien évidemment, à un moment donné, la question du changement, qui va être plus ou moins facile en fonction de cet ancrage et de cet héritage culturel. Donc ça, je pense que c'est quelque chose aussi de très important à faire passer comme message. Nous ne sommes que l'héritage de toute une histoire. Et cette histoire a forcément des effets sur nos pratiques et nos comportements, qui vont être peut-être très longs à détricoter. Mais ça aussi, ça fait partie de notre histoire culturelle et sociale et qu'on partage tous. Oui, je pense aussi qu'on peut ajouter à ça, et je te redonne la parole Esther si tu as retrouvé ton deuxième point. Ouais, j'ai retrouvé. Voilà. Ça rejoint aussi un peu quand on prend le même principe dans le domaine du carburant, où on nous disait à l'époque, on nous disait, moi j'étais pas né, on était probablement tous pas nés là d'ailleurs, dans les années 50, à l'époque du diesel, ouais, le diesel c'est génial, c'est peu coûteux, etc. etc. Voilà, ce qu'on ne nous disait pas derrière, c'était qu'est-ce qu'on ne savait pas quoi faire des résidus. Et que justement, c'est ce qui a été mis en place pour pas qu'il y ait de pertes économiques. Eh ben, on a créé le diesel. Et on se retrouve aujourd'hui à nous dire que les voitures électriques, etc., etc. Alors, je ne vais pas faire la mauvaise langue. Hein. Moi, personnellement, on ne m'a pas encore convaincu que ça polluait moins qu'un diesel quand on fait un bilan carbone. Évidemment, le véhicule en lui-même, il va polluer pas grand-chose, hein, mais derrière, voilà, est-ce que en plus, on ne va pas nous facturer l'électricité 10 fois plus cher demain qu'aujourd'hui? Voilà, moi, c'est toutes ces questions-là qui m'intéressent, qui me posent. Voilà, enfin, tout ça pour dire qu'effectivement, derrière tout ça, il y a aussi les politiques qui nous incite. On parlait de déchets tout à l'heure. Moi, quand je vois un peu ce qui se passe au niveau de ma collectivité, mais ça me fait juste halluciner à un moment donné de dire qu'on va nous mettre des conteneurs à l'autre bout de la ville. Maintenant, il va falloir aller ramener toutes ces poubelles aux conteneurs. C'est les poubelles à la maison, c'est presque fini, quoi. Plus de ramassage. Donc, déjà, pour les personnes âgées, je me pose la question. Et beaucoup, je ne suis pas le seul. Hein. Et en plus de ça, je me dis, mais si à un moment, je dois prendre mon véhicule pour aller faire 3 km, enfin, peut-être que j'exagère, mais même ne serait-ce que pour faire 500 mètres pour aller poser mes déchets et que toute la population locale doit faire la même chose, est-ce que ça va polluer plus ou moins qu'un camion qui circule et qui vient chercher, quoi? Je veux dire, à un moment, voilà, il y a des vraies questions qui se posent par rapport à ces questions-là et à ce qu'on nous impose de faire, et sans parler du fait que ça coûte toujours de plus en plus cher. Donc voilà, et on se demande à un moment donné, on se dit on doit en faire toujours plus et on paye toujours plus. Il y a vraiment un paradoxe à un moment donné qui existe. J'en parle, c'est pas que personnel, hein, si j'en parle, c'est que je suppose que c'est une question générale. Hein. Voilà. Juste, non, si tu permets, ouais. Karine, je vais laisser Esther finir ce qu'elle voulait commencer et peut-être anticiper un peu sur ce que je viens de dire. Et Karine, tu prendras la suite. On fait comme ça? Super. Mais du coup, ouais, je vais complètement reboucler avec ce que disait Karine, qui est très juste. Enfin, il y a vraiment cette notion d'hériter qui est très importante. Et je pense que s'adapter, c'est aussi choisir de quoi on veut hériter et à quoi on veut renoncer, en fait. Et ça, il y a tout un courant de la pensée de l'adaptation qui s'appelle la deep adaptation, l'adaptation profonde, qui pose vraiment cette question-là à un moment, s'adapter, c'est aussi, voilà, à quoi est-ce qu'on va renoncer. Donc ça, c'est vraiment important. Et je pense que tous les deux, vous avez bien souligné que, en fait, on a justement derrière nos actions individuelles, il y a des structures politiques, il y a des courants culturels, que ce soit l'hygiénisme ou alors les politiques du diesel. Enfin, je pense que c'était deux illustrations très claires du fait que nos choix individuels ne sortent pas de nulle part non plus. Et donc voilà, je pense que ça nuance aussi la culpabilité. J'aimerais finir avec deux concepts qui sont importants quand on a ces questions-là, justement, de oui, qu'est-ce que je fais moi en tant qu'individu, moi ce que je fais, ça ne sert à rien, ou au contraire, se mettre toute la pression sur ses épaules. Deux concepts importants. Le premier, c'est celui de justice sociale et le deuxième, c'est celui de triangle de l'inaction. Je vais commencer par le triangle de l'inaction parce que c'est le plus simple. Le triangle de l'inaction, c'est tout simplement quand on commence à tous se pointer du doigt en disant non, c'est toi qui dois agir en premier, non, c'est toi.
Donc, par exemple, moi, je vais dire, ouais, mais moi, ça sert à rien que je trie mes poubelles. De toute façon, les États, ils font rien pour le changement climatique. Ils ont été condamnés pour une action climatique. Et l'État, lui, il va dire, non, mais moi, je peux rien faire tant que les entreprises, elles font rien. Et les entreprises, elles vont dire, non, mais nous, on peut rien faire tant que les citoyens ne veulent pas. Vous voyez, là, on a un beau triangle de l'inaction où tout le monde, en fait, est dans une sorte de discours du déni de sa propre responsabilité et va renvoyer la balle aux autres, etc. Et donc, comment est-ce qu'on casse ce triangle? Et en essayant de faire bouger les choses un peu partout. Donc, évidemment, on essaie de taper là où il y a de l'impact, c'est-à-dire principalement les structures, principalement le système. Mais il faut aussi penser que quand je change, le système change puisque je fais partie du système. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un truc important aussi de sortir aussi de ces discours du déni. Enfin, c'est comme quand on entend oui, mais la France, on est 1% des émissions, etc. Ça aussi, c'est un discours de l'inaction climatique, en fait, ou de l'inaction écologique. Et donc ça, c'est vrai qu'il faut aussi essayer de contourner ça et de ne pas laisser les gens dans l'idée que c'est OK de rien faire, en fait. Il faut qu'ils ressortent vraiment avec cette idée que c'est OK que si on s'y met tous maintenant en même temps. Ça, c'est vraiment très important. Et le dernier concept, c'est celui de justice sociale. Je pense que ça rejoint pas mal des réflexions, notamment sur l'essence, la voiture, etc. On a vu que c'était aussi un gros débat pendant les Gilets jaunes. C'est pas pour rien que ça a émergé après la taxe carbone. Et donc, c'est vrai que quand on parle de petits gestes, d'éco-gestes, de responsabilité individuelle, etc., c'est quelque chose qui peut vraiment être parfois mal pris ou très agaçant aussi parce qu'il y a cet enjeu de responsabilités qui sont communes, puisqu'on est tous responsables, mais différenciées, parce qu'on n'est pas tous responsables de la même manière. Par exemple, la France, historiquement, on a pollué beaucoup plus que des pays comme, je sais pas, le Gabon, le Tchad, le Bangladesh, ou même des îles comme la Guadeloupe, la Martinique, ou je sais pas, les îles Fidji. Donc, quand on regarde les responsabilités historiques des pays, on voit qu'on n'a pas tous les mêmes responsabilités. C'est pareil à l'échelle des individus. Et là, le dernier rapport du GIEC montre, par exemple, que les 10% des individus les plus riches sur Terre émettent la moitié des émissions, 50%, enfin, c'est à peu près 40%. Ensuite, il y a la classe du milieu qui émet le reste. Et les 40% les plus pauvres émettent seulement à eux tous 10% des émissions. Donc ça, c'est quelque chose où on voit aussi que il y a un vrai enjeu de responsabilité différenciée et que donc on ne peut pas juste dire aux individus tu es responsable sans penser cette question de à quelle place on est, quelle responsabilité on a réellement. Et si on continue de mettre la pression à tout le monde de manière égale, que ce soit le millionnaire qui a 4 jets ou la personne qui prend sa voiture pour aller au travail, forcément, ça ne peut pas marcher, forcément, ça va créer des frustrations. Et donc, c'est pour ça que pour s'adapter, on a aussi besoin de prendre en compte cette dimension de justice, de prendre en compte des enjeux de démocratie. Et ça pose aussi la question comment est-ce qu'on fait société, comment est-ce qu'on repense notre gouvernance pour réfléchir ensemble, etc. Et je pense qu'un exemple intéressant et qui pourrait être intéressant pour s'adapter également, c'était par exemple la Convention citoyenne pour le climat. C'est peut-être quelque chose dont vous pourrez discuter avec les gens, mais moi, j'ai trouvé que c'était une expérience très intéressante parce que justement, on a mis plein de citoyens différents autour de la table. C'était vraiment fait dans un esprit de justice sociale puisque les gens étaient différents, ils avaient des parcours différents, ils avaient des niveaux de revenus différents, ils avaient des métiers différents. Et donc, tous ces citoyens-là, à 150, ils se sont mis d'accord sur qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire nos émissions de 40% de manière juste. Et donc, malheureusement, comme vous le savez sans doute, leurs mesures ont été très peu retenues et beaucoup détricotées ensuite. Mais je pense que c'est totalement un exemple de ce vers quoi il faut aller, que ce soit à l'échelle des territoires, à l'échelle nationale ou à d'autres échelles peut-être plus vastes, si on veut vraiment arriver à s'adapter et à casser un peu cette sorte de triangle où en fait chacun se pointe en disant non, mais moi je suis pas trop responsable ou ouais, moi je suis responsable, mais je suis dans le déni donc je ne vais pas agir. Enfin, voilà, je pense que vraiment, si vous devez emporter quelque chose avec vous sur que répondre face à ces gens qui soit se sont très remis en question individuellement, soit vont tout centrer là-dessus dans leurs questions, etc., c'est d'essayer de leur ouvrir un peu leur perspective là-dessus avec tous ces concepts qu'on a pu aborder pour justement un peu élever le débat là-dessus, quoi. Karine, il est 21h30 et puis il y a une question qui veut être posée, donc j'aime pas les frustrations, donc j'aimerais que tu sois très concise, s'il te plaît, pour qu'elle puisse encore poser des questions et on s'arrêtera là. Je vais être bref parce que c'est très intéressant tout ce qui est dit. Donc forcément, ça me fait penser à plein de choses. Une chose sur ce que tu disais, Kader, tout à l'heure, hein, je pense que vous pouvez peut-être aller voir les analyses de cycle de vie. Donc ce sont, je ne sais pas si c'est connu de tous, hein, mais c'est un petit peu justement
essayez de calculer ce que coûte la mise en œuvre, je sais pas, voilà, ce que va coûter votre téléphone de sa conception jusqu'à au moment où on va le jeter. Et en fait, c'est intéressant parce que, par exemple, l'ADEME est revenue très en arrière sur les couches lavables en disant, bah, finalement, les couches lavables avaient une analyse de cycle de vie qui n'était pas si bonne que ça par rapport à des couches jetables. Donc, il y a quelques innovations socio-techniques. Donc, les innovations socio-techniques, ce sont justement ces petits éléments qu'on va retrouver qui sont censés permettre d'avoir des comportements plus économiques, plus écologiques et qui forcément ne sont pas forcément ceux qui sont attendus. Un autre élément, juste rapidement, sur le renoncement. Le renoncement, c'est quelque chose de très compliqué parce que il y a beaucoup de travaux en psychologie sociale sur cette question du renoncement et on se rend compte que pour un individu, avec son histoire, ses décisions et sa manière de choisir tout un tas d'éléments dans sa vie, le renoncement, c'est un des éléments une des choses les plus difficiles à acter. Donc, quand on a des personnes qui n'arrivent pas à renoncer à voyager parce que oui, c'est très polluant et puis c'est compliqué de pas prendre l'avion, etc. Il faut savoir que c'est aussi, c'est pas forcément parce qu'ils s'en fichent de l'environnement, souvent c'est pas ça la question, c'est parce que le renoncement est une décision en psychologie qui est extrêmement compliquée à prendre pour tout un tas de choses. Donc je vous invite aussi à regarder un peu ces travaux sur ces éléments-là. Et aussi, un dernier élément, dans la littérature, notamment en sociaux, vous allez retrouver beaucoup de choses sur le fait que dans les innovations ou dans les mises en œuvre, je pense notamment par exemple au nucléaire, on a beaucoup tablé sur le fait que les générations futures allaient trouver des solutions à nos problèmes. En gros, j'enfouis les déchets parce que je ne sais pas trop quoi en faire, mais je me dis, dans 40, 50 ans, les gens auront avancé techniquement, technologiquement, ils seront peut-être plus intelligents et ils vont savoir quoi en faire. Et ça, c'est vrai pour beaucoup de technologies qui sont mises en œuvre aujourd'hui. On ne sait pas bien quels vont être les effets, quels vont être les impacts, mais on se dit que dans 2 générations, ils vont trouver parce qu'ils seront beaucoup plus performants. Et on en ressent un peu les effets délétères aujourd'hui sur des décisions qui ont été prises il y a 2 générations et pour lesquelles on n'a toujours pas de solution, en fait, parce qu'on n'est peut-être pas beaucoup plus intelligent, finalement. Voilà. Oui, après, il n'y a pas de meilleur déchet que celui qu'on ne produit pas. C'est quelque chose comme ça. Je voulais poser une question. Allez, donc une dernière, et puis on s'arrêtera là. En fait, c'était justement par rapport à des renoncements. Donc, moi, je pense, de mon côté, je pense que c'est vraiment le minimalisme, les solutions les plus intéressantes contre le réchauffement climatique et la part de biodiversité. Quelles sont les explications pour ces comportements individuels, en fait, qu'on n'arrive pas à ne pas consommer, en fait. On veut consommer, on veut aller toujours plus loin et du coup, vous avez répondu partiellement, mais ça m'intéresse. Vous pouvez peut-être conseiller des ouvrages là-dessus. Merci de ta question. Oui, je pourrais envoyer des références à Kader qui vous les transmettent. Effectivement, mais là aussi, c'est un héritage. On a des comportements qui sont acquis et voilà, on reste dans des sociétés qui sont très consuméristes. Donc, c'est extrêmement compliqué d'être à la marge. Le renoncement, la marginalité, il y a des anthropologues aussi qui ont travaillé beaucoup là-dessus, sur la manière dont, dans des groupes sociaux, on va avoir des individus qui vont être en capacité, plus que d'autres, à se marginaliser et avoir des comportements complètement opposés à d'autres. Donc, alors voilà, ça... Je ne vais pas dire que parce qu'on trie ces déchets, on est des marginaux, pas du tout. Mais le renoncement fait partie de ces comportements où on va pouvoir se mettre en opposition avec la norme sociale, la pression sociale, etc. Et ça, c'est vraiment pas des choses forcément évidentes pour tous.
Donc voilà, je pourrais éventuellement voilà, vous faire passer quelques références là-dessus, mais c'est vrai que c'est des choses assez intéressantes. On peut mixer les deux. On peut mixer les deux. Moi, je dis ça parce que, pour prendre mon cas, j'ai été contaminé par les marques. Mais en même temps, moi, je porte des habits souvent de marque, mais j'en achète aucun, en fait. Donc voilà, j'achète très très peu d'habits parce que je récupère là où ça traîne. Des fois, on me ramène des sachets, je récupère ce qui m'intéresse, le reste, voilà. Et donc, ça ne m'empêche pas d'être dans mon espèce d'esprit consumériste dans lequel je suis tombé et dans lequel je suis addict, il ne faut pas se mentir. Mais en même temps, quand voilà, c'est que de la deuxième main pour beaucoup de choses que je porte, sauf mes sous-vêtements, on est d'accord. Esther, est-ce que tu veux développer encore un petit peu? Ouais, bah, la seconde main, ça fait typiquement partie des ponts et des compromis qu'on peut faire avec soi-même qui sont quand même pas mal. Voilà, merci Vinted et les dressing, etc. Franchement, je pense que ça souligne aussi un truc. Enfin, tu parles des marques, etc., du fait qu'on est un peu addict. Je pense qu'il faut, enfin, penser l'écologie, ça implique aussi de repenser complètement, enfin, en tout cas, de déconstruire pas mal le discours médiatique et marketing. Ouais, enfin, Fanny, tu qui dis dans les commentaires, la pub a beaucoup d'influence, mais c'est clair. Enfin, je pense qu'à un moment, il y a aussi un vrai enjeu de. Enfin, bon, bataille culturelle, c'est très galvaudé comme terme, mais il y a un vrai enjeu de construire des récits positifs et hyper mobilisateurs sur en quoi c'est mieux d'être écolo. En fait, enfin, c'est quelque chose qu'on a vu sur certains comportements et en fait, il y a des choses qui se sont complètement ringardisées. Par exemple, aujourd'hui, la fourrure. Enfin, si vous portez de la fourrure, vous passez soit pour un barbare, soit pour un vieux riche complètement ringard. Enfin, même les grandes marques de luxe ne proposent plus de fourrure parce qu'en fait, il y a eu énormément de militantisme, il y a eu des campagnes, etc. Et aujourd'hui, en fait, on a déconstruit cette image de la fourrure comme le sommet du luxe et de la réussite. Et enfin, moi, j'espère que pour voilà, les comportements individuels qui sont, on va le dire très clairement, nocifs, typiquement avoir un gros SUV pour des déplacements en ville sans intérêt, etc., prendre l'avion, faire des vols de long courrier pour partir en vacances, etc. Il faut que, en fait, à un moment, on arrive à gagner cette bataille de rendre ces comportements ringards et que voilà, les personnes qui le fassent, ce soient elles, finalement, les personnes marginales et qui voilà, elles soient aussi marginalisées pour les conséquences de leurs actes qui sont en réalité extrêmement égoïstes. Et donc, ça, c'est vraiment un gros enjeu parce qu'effectivement, on baigne dans cette société des marques, de l'envie de consommer, etc. On est aussi dans cette culture depuis tout petit. Enfin, il y a des études qui montrent, par exemple, que les enfants connaissent mieux enfin, ils peuvent différencier plus de logos de marques que de feuilles d'arbres, par exemple, enfin, ou d'espèces animales. Donc, il y a aussi un vrai enjeu de peut-être se réacculturer à d'autres choses. Enfin, voilà. En tout cas, il y a vraiment un enjeu de culture et de déconstruction de ce qui peut nous entourer ou ce qu'on peut avoir comme récit. Enfin, sur qu'est-ce que c'est réussir, qu'est-ce que c'est être stylé, qu'est-ce que c'est être bien. Enfin, voilà. Donc, à réfléchir. Voilà, c'est là-dessus qu'on. Enfin, moi, j'ai quand même envie de rajouter, peut-être pour conclure, que c'est aussi tout l'intérêt, encore une fois, du travail qu'on mène, nous, en tant qu'association d'éducation populaire, et que vous allez mener, encore une fois, cet été. Pour d'autres, vous l'avez peut-être déjà fait avant dans d'autres situations. Mais il faut vraiment. Enfin, moi, en tout cas, j'ai ce sentiment-là que on avance petit à petit, on prend conscience des choses. C'est long, c'est lent. Mais on avance. Et c'est là-dessus qu'il ne faut pas perdre espoir et qu'il faut continuer à œuvrer. Et puis un jour, on y arrivera. Alors, est-ce qu'il sera trop tard ou pas? L'avenir nous le dira. Je ne pense pas que nous, on sera vivants pour le savoir. Mais en tout cas, voilà, il ne faut pas minimiser non plus le type d'action qu'on peut porter en tant qu'association. Et tout ça fait son chemin, en fait. Voilà. Donc, merci Esther, merci Karine, merci Mathieu. Si tu regardes la vidéo en replay, on te remercie comme les autres. Ça a été très, très riche. Votre rapport a été très, 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 très enrichissant et nul doute qu'ils sauront en faire bon usage au moment de leur animation cet été. Voilà, merci à tous de votre présence.